Bonjour à tous et à tous. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Christina de m'avoir associé à Banlieue Network et invité pour ce colloque à Londres parmi vous, qui tient toutes ses promesses. Alors, je voudrais aborder effectivement la question politique, éminemment politique, comment réincorporer les banlieues dans la cité. Donc évidemment dans la cité au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens de l'espace politique. Alors effectivement, ce que je peux vous dire aujourd'hui, comme d'autres, nous l'avons écrit avec Didier Lapeyronie, donc dans ce petit livre, qui est en fait le produit de plus de 20 ans d'enquête de terrain, assidu. Alors néanmoins, vous me permettrez de faire assez peu référence aux aspects méthodologiques pour me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire que au fond la thèse que l'on développe, elle peut se résumer en peu de mots. Pour nous, le problème des banlieues n'est pas simplement social, urbain ou encore sécuritaire, il est de nature politique. Dire cela, évidemment, ce n'est pas nier l'ampleur du chômage, des inégalités sociales et urbaines, les processus de discrimination et de ségrégation raciale. Mais au fond, et c'était un peu l'idée de ce livre, il nous paraît essentiel de remettre au centre la dimension politique dans la réflexion, en montrant combien ces phénomènes sociaux, ces phénomènes urbains, ces phénomènes aussi, enfin ces logiques sécuritaires, s'inscrivent dans des logiques politiques. Donc la thèse, encore une fois, est assez simple. Le problème des banlieues est politique, il appelle donc des solutions politiques. Alors évidemment, la question c'est comment on en est arrivé à la situation que l'on connaît aujourd'hui dans les banlieues. Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé? La question est aussi la grande question quand même qu'en tant que chercheur, il faut bien aborder à un moment ou un autre, la célèbre question que posait Lénine, que faire? Donc comment réintroduire du politique face à des processus de dépolitisation, notamment des banlieues, et puis en même temps, et je finirai là-dessus, qu'est-ce que le politique, ou en quoi cette politique des cités que l'on souhaite voir se développer se distingue-t-elle de la politique, on pourrait dire de la politique majoritaire, de la politique politicienne. Et c'est sur ce point que je conclurai en m'appuyant notamment sur un livre récent qui porte sur la politique de Gilles Deleuze. Alors, ce que je voudrais faire, c'est donc principalement aborder deux points. Le premier point concerne ce qu'on a appelé les métamorphoses des quartiers populaires, ou d'ailleurs ce qu'on peut appeler les quartiers pauvres. Finalement, c'est peut-être une manière de ne pas céder à l'euphémisation, même si la pauvreté est bien sûr toute relative. Et donc ça me semble important de revenir peut-être sur une sorte un peu de calendrier des événements pour surtout prendre ses distances avec une conception monolithique où en gros depuis la fin des années 70 rien n'aurait changé et la crise des banlieues toujours reviendrait à travers en particulier les émeutes. Ce faisant, le terme de métamorphose n'est pas neutre, je l'emprunte à Robert Castel, qui nous a quittés récemment, et qui signifie simplement une dialectique entre les changements et les permanences, les continuités et les discontinuités. Donc ça sera mon premier point, et puis j'aborderai dans un deuxième point ce que pourrait être, ou ce
que sont les politiques des cités, en passant assez rapidement sur l'échec des politiques publiques, qui me semble être aujourd'hui un constat indéniable, et en insistant peut-être un peu plus sur la façon de repolitiser la question des banlieues, à partir de quelles forces, à partir de quels acteurs, à partir de quel processus. Donc voilà le programme que je vous propose. Ça va le micro? C'est bon? Alors, métamorphose des quartiers populaires ou des quartiers pauvres. Ce qui me semble assez frappant, et on l'a souvent constaté d'ailleurs dans la littérature, c'est que ce qu'on appelle le problème des banlieues, en fait, apparaît très tôt. C'est-à-dire que presque on pourrait dire d'emblée, suite à la construction des grands ensembles, des cités HLM à la fin, disons au milieu des années 50, mais enfin surtout au début des années 70, ces habitations posent un double problème. Un problème tout d'abord urbain, on sent bien que les élites sont réticentes à cette forme d'urbanisme qui évidemment est directement inspirée des réflexions de Le Corbusier sur une ville fonctionnelle. Donc en quelque sorte, les cités et les grands ensembles sont l'envers de la ville. Et en même temps, si l'idéal de mixité sociale constitue l'horizon de ces programmes, d'emblée aussi, la cohabitation entre des classes sociales, entre des groupes sociaux apparaît problématique et se cristallise sur les jeunes, dont les comportements apparaissent effectivement comme des formes de déviance. Alors j'en veux pour preuve deux articles classiques. Le premier surtout de Madeleine Lemaire et Jean-Claude Chamboredon, Proximité spatiale et distance sociale, bon, qui évoque effectivement cette question d'une cohabitation problématique entre des groupes dont les trajectoires résidentielles sont hétérogènes. Et puis un deuxième article, le premier date de 1970, à peu près contemporain, je ne sais plus si c'est 70 ou 71, de Michel Pinson, qui porte aussi sur justement ces cités HLM et les difficultés de cohabitation. Mais on pourrait dire que la question de la délinquance juvénile est aussi présente, bon, et d'autres aspects liés à l'insécurité. Bon. Donc on a une espèce de construction sociale et politique d'un problème des banlieues, encore une fois assez précoce, avec un certain nombre d'ingrédients qu'on va retrouver inscrits dans des configurations variables. C'est-à-dire que, bien sûr, la question du bâti, des parties communes, de leur dégradation, la question sociale à travers le chômage, la précarité, la question de la délinquance juvénile, l'arrivée progressive, mais quand même assez massive, des drogues illicites au sein des classes populaires et donc dans les cités, que je date à partir du début des années 70, même si c'est progressivement tout au long de cette décennie. Le rapport pour le moins tendu et conflictuel avec les forces de l'ordre, ça a été rappelé hier, les premières émeutes à Villeurbanne datent de 1976-77 et sont le produit de ce que les militants activistes vont appeler des ratonnades anti-arabes. Et on sait que effectivement ces émeutes vont ponctuer les 3 décennies, 70, 80, enfin 4, 70, 80, 90 et 2000. Donc effectivement on a un certain nombre de permanences, mais ce qui est frappant de constater, c'est que ces phénomènes s'inscrivent dans des configurations différentes, et avec Didier Lapeyronie, donc on s'est proposé de distinguer 3 âges des banlieues, en faisant allusion à un article célèbre de Abdelmalek Sayad qui s'intitule « Les 3 âges de l'immigration », et qui consiste en gros à distinguer trois configurations, et donc à essayer de souligner la spécificité de notre présent,
c'est-à-dire comment on entre dans une nouvelle configuration. Alors en gros, on ne s'est pas cassé la tête, il y a une configuration qui caractérise en gros les années 80, une deuxième configuration qui caractérise les années 90 et une troisième configuration qui caractérise les années 2000, sans d'ailleurs savoir exactement si on n'est pas entré dans une quatrième configuration, ce qui n'est peut-être pas totalement exclu, mais évidemment nous manquons du recul historique pour l'apprécier. La première configuration, elle se caractérise par, disons, un monde désorganisé, qui a été effectivement assez bien analysé par l'équipe de François Dubet au début des années 80, dans un livre qui s'appelle La Galère, Jeunes en survie, qui a été publié en 1987. La galère, c'est cette décomposition de l'expérience juvénile. C'est en gros une vie quotidienne qui est marquée par l'ennui, mais qu'on ne peut analyser ni par la centralité des problèmes d'insertion professionnelle, d'éducation, de scolarité, ni non plus par la délinquance, ni non plus par exemple, le développement de la culture rock, hein, mais qui est une sorte d'expérience qui n'aurait pas de cœur, ou qui n'aurait pas de noyau dur. Et il nous a semblé, alors j'aurai peu l'occasion d'en parler, mais je l'évoque, que par exemple le film de Mehdi Charef, Le Théorème d'Archimède, que peut-être certains connaissent, et que je vous conseille parce que c'est vraiment un film remarquable que j'ai revu récemment, il nous a semblé que Le Théorème d'Archimède, donc qui est sorti en 83, illustrait assez bien ce monde désorganisé. Alors quelques exemples, par exemple dès l'affiche on voit effectivement deux jeunes, l'un avec des Santiago, l'autre avec des baskets. Ce qui veut dire qu'à la fois on est encore dans le temps des blousons noirs, avec effectivement notamment cet objet hautement symbolique des Santiago, et en même temps on est déjà dans autre chose, hein, même si le style streetwear de la racaille tel qu'il va se développé dans les années 90 n'est pas encore formalisé. Une des premières scènes du film, c'est une des femmes du film qui sont très présentes, ce qui ne sera pas le cas forcément par la suite, et qui travaille dans une usine occupée. Donc on a encore du travail, mais en même temps on sent poindre les difficultés et effectivement l'horizon du chômage. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce théorème qui représente un peu des jeunes enfants de Rimbaud, je dirais, qui déclament un certain nombre de choses, notamment sur la bourgeoisie, sur les bourgeois. Bon. Ce qui montre aussi que ce n'est pas simplement l'usine qui est occupée, c'est aussi une espèce de logique de classe qui est présente, un conflit de classe hein, qui est présent dans toute son ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois les bourgeois sont haïs, mais en même temps ils sont désirés pour leurs attributs sociaux ou économiques. Le théorème d'Archimède aussi nous présente la police sous un jour qui nous paraît à 1000 lieues de ce que l'on peut observer aujourd'hui, non seulement parce que les policiers ont un équipement qui ressemble plus à des gardiens de la paix que à ce que Mustapha appelait des Robocop, mais aussi parce que les policiers apparaissent timides, moqués. Il y a une scène notamment où les jeunes se foutent quasiment de la gueule des policiers, bon, sans qu'ils ne réagissent. Et effectivement, ça traduit d'une certaine manière, bon, déjà un état de tension, mais on a l'impression, pour le dire comme ça, que la police n'est pas encore l'ennemi qu'elle va devenir un petit peu plus tard. Bien. La drogue est aussi présente, que ce soit la consommation de cannabis ou l'héroïne. Bon, il se trouve qu'en plus, le film a été tourné dans une cité de Gennevilliers qui a été un haut lieu, c'est pas dit, mais on le sait, on la reconnaît, du trafic de drogue dans les années 80, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet majeur du film. Donc je dirais que le premier âge de la banlieue, il se caractérise encore une fois par un monde désorganisé, mais encore proche, un monde qui voit s'écrouler les banlieues rouges, mais où demeure un certain espoir. Bon, alors l'espoir n'est pas complètement lié évidemment à l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, mais
Néanmoins, il y a par exemple cette fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme, bon, qui traduit sur le plan des mobilisations collectives la mise en visibilité d'une génération d'enfants de l'immigration, qu'on appelle à l'époque des jeunes immigrés, hein, le langage évidemment aussi a changé, et qui va en quelque sorte faire prendre conscience que les immigrés non seulement souhaitent rester ici, mais ont des enfants qui demandent des droits et en quelque sorte des comptes à la République. Le deuxième âge des banlieues est plus caractérisé illustré par les années 90. Je dirais que c'est un monde social qui est requalifié par la violence, par les émeutes. Alors effectivement, il y a les émeutes des Minguettes, mais enfin, sont-elles vraiment des émeutes? Il y a tout un débat, et d'ailleurs, il y a une littérature qui est assez faible, me semble-t-il, sur la question. Mais ce qui marque cette décennie, c'est bien sûr ce que certains considèrent comme les premières grandes émeutes urbaines en France, c'est-à-dire les émeutes de Vaux-en-Velin en octobre 90, avec non seulement des heurts avec la police, des voitures brûlées, mais des mises à sac, notamment du centre commercial du Mas du Taureau, commune qui est emblématique des efforts de la politique de la ville qui s'est développée tout au long des années 80. Donc on a effectivement le sentiment que tout a été fait pour cette commune et que du coup le monde s'écroule, ou c'est le cas de le dire, part en fumée. Donc c'est un monde qui est requalifié par les émeutes, par la violence, par les trafics de stupéfiants qui effectivement commencent à se professionnaliser très sérieusement. Ce qu'on peut appeler, en prenant cette catégorie, le business. Je dirais de façon plus générale un durcissement des rapports sociaux, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. Et par exemple, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que autant les hommes et les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes cohabitent dans le TERM, autant les femmes sont quasiment totalement absentes par exemple, d'un film comme La haine, qui constitue le film de Mathieu Kassovitz qui sort en 1995, à notre sens, une sorte d'emblème de ce deuxième âge des banlieues. Alors dans La haine, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est l'importance de la culture des cités, et notamment de l'embrouille, hein, c'est-à-dire... En gros, la phrase qui pourrait résumer le film, c'est « Mais t'as vu comment tu me parles ?» Bon. Et ils passent leur temps à s'embrouiller, c'est-à-dire à la fois à être en conflit les uns et avec les autres, et en même temps à se réconcilier ou trouver une forme d'issue à une violence qui est verbale, mais qui est quand même assez importante. Le troisième âge des banlieues serait donc alors, bon, il y a une date symbolique, c'est le 11 septembre 2001, hein, évidemment. Là, c'est pas une émeute, parce qu'on voit bien qu'il y a un processus assez général de renfermement des sociétés occidentales sur elles-mêmes, de la société française en particulier, et bien sûr des quartiers populaires, et ce qui se passe en avril 2002, hein, le 21 avril 2002, avec donc la présence de Le Pen au deuxième tour, est assez emblématique de cette crispation, de ce backlash politique qui s'opère un peu partout dans le monde occidental. Et effectivement, ce troisième âge des banlieues, il serait caractérisé, selon nous, par la fermeture, par la sécession, avec quand même un processus de ghettoisation qui caractérise un certain nombre de quartiers. Alors, bon, ghetto, pas ghetto, grand débat, j'ai pas le temps, on y reviendra aujourd'hui. C'est un terme qui suscite effectivement la polémique et qui aussi donne lieu à beaucoup de quiproquos. Moi, il me semble, et Didier Lapeyronie l'a très bien montré dans Ghetto urbain, que le ghetto, c'est deux choses. D'une part, le ghetto est produit par des facteurs externes, dont on a parlé abondamment, la ségrégation, la stigmatisation, la discrimination, la paupérisation, bon, donc des processus structurels
du lourd, si vous me permettez cette expression, mais en même temps, le ghetto est aussi produit par des facteurs internes, c'est-à-dire le ghetto, c'est une forme d'organisation sociale spécifique où la culture de la rue occupe notamment une place importante parce qu'au fond, les jeunes occupent un espace qui a été laissé vacant par les adultes, mais où on peut aussi comprendre la place de la religiosité, de la religion de façon générale, et je ne parle pas que forcément de l'islam, puisque on le sait, par exemple, les mouvements évangélistes en France, comme dans d'autres pays d'Amérique latine, entre autres, sont assez importants. Donc on voit se constituer ce que la Peyronie a appelé un contre-monde, hein, c'est-à-dire une forme d'organisation sociale spécifique, avec un système de normes, de valeurs, hein, qui, alors effectivement, n'est pas le système de la société globale, hein, mais on voit bien qu'il y a une extrême codification des comportements, de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire, dans des situations très, très variées. Et de la même manière que le théorème d'Archimède peut illustrer le premier âge et que la haine peut illustrer le deuxième âge, l'esquive, le film de... j'ai oublié son nom, Keshish, voilà, l'esquive, donc il y a un film aussi merveilleux, mais en même temps très noir, peut servir d'exemple. Le vrai sujet du film, c'est le langage, et c'est notamment, alors là on y revient, les rapports entre les sexes, mais on pourrait dire déjà quand même l'illustration d'une ségrégation des genres, avec aussi une... En fait, l'esquive, c'est une histoire d'amour qui n'arrive pas à se dire malgré Marivaux et qui met en déséquilibre toute la cité et notamment ce petit groupe de jeunes et la tentative en même temps de pouvoir rétablir l'équilibre parce que, au fond, il est difficile d'être un individu dans une cité. Et donc, il y a tout un ensemble de scènes, en tout cas c'est comme ça que je le vois, qui vise à, en quelque sorte, contrecarrer l'autonomie individuelle, qui est évidemment la valeur reine de nos sociétés, par rapport notamment à ce groupe. Alors, si on avait à aller un petit peu plus loin sur la caractérisation de ce troisième âge, donc de la période la plus contemporaine, on pourrait citer 5 dimensions que j'évoque sans trop les développer. La première dimension, c'est l'isolement de la population, une sorte de mise à l'écart. Par exemple, quelqu'un dans une enquête que j'avais faite à Nancy, dans le quartier du Haut-du-Lièvre, me disait que du quartier, on ne sortait jamais sauf les pieds devant, par exemple. Hein. C'est une illustration quand même qui est assez forte. Et un sentiment, je dirais, d'enfermement qui ne correspond pas simplement à une dimension physique, mais aussi à une dimension mentale, hein, un enfermement en quelque sorte dans des esprits. Donc isolement des populations, premièrement, et d'une certaine manière, tout ce qu'on a dit renvoie depuis hier à travers les médias à cet isolement ou cette mise à l'écart, parce que beaucoup de gens dans les quartiers passent leur temps à échapper à l'image négative qui les stigmatise et qui les poursuit, dans leur vie quotidienne ou éventuellement dans leurs conversations avec des acteurs sociaux ou éventuellement aussi avec des sociologues. Deuxièmement, deuxième dimension, la violence conflictuelle et l'incrustation de trafics de grande ampleur dans un certain nombre de cités. Alors bon, je sais bien que toutes les cités ne sont pas des supermarchés de la drogue et qu'il y a des commerces de proximité, bon, mais il me semble que c'est quand même un phénomène marquant qui défraye la chronique, mais pas complètement sans raison, que l'on pense à Marseille ou que l'on pense à d'autres grandes villes. Troisième dimension, la rupture de communication entre hommes et femmes, donc ce que j'évoquais à travers l'esquive et à travers la ségrégation des genres. Par exemple, on voit bien qu'il y a une sorte de monopole du contrôle de l'espace public par les hommes, et qui fait que les hommes, quel que soit leur âge, sont partout, et les femmes, dans l'espace public en tout cas,
ce qui n'est ni partie commune, ni non plus, évidemment, espace privé, les femmes sont, sinon absentes, en tout cas, quand même très contrôlées, de plus en plus contrôlées, ce qui amène à une quatrième dimension qui concerne l'installation de la religiosité dans la vie quotidienne comme un pôle structurant. Et par exemple, Gilles Kepel a très bien montré comment, effectivement, à travers son chapitre sur l'extension du domaine du halal, comment, par exemple, le halal était en fait un système de valeurs et de normes qui régissait non seulement le domaine alimentaire, mais les domaines les plus intimes. Alors, pour remplir le vide, bon, ça c'est une autre question, mais il me semble que c'est un phénomène qui est marquant et que l'on voit poindre, par exemple, à travers des insultes du type sur la Mecque ou sur le Coran dans l'esquive, et c'est une dimension qui est quasiment absente, et de la haine, et d'Ité au harem d'Archimède, pour continuer à prendre ces illustrations. Et puis je dirais qu'il y a une cinquième dimension qui est absolument fondamentale, et dont on n'a peut-être pas assez parlé, que j'évoque néanmoins aujourd'hui, c'est l'hostilité, la distance et l'hostilité à l'égard des institutions. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une sorte de rupture qui s'est opérée avec les institutions. Alors bien sûr, la police et donc la justice sont emblématiques de cette rupture, mais on peut quand même faire l'hypothèse et essayer de la démontrer que le rapport conflictuel à la police traduit un rapport beaucoup plus diffus, plus difficile à dire à l'égard d'autres institutions. C'est très clair à l'égard de l'école. Un certain nombre d'entretiens montrent que l'école est considérée comme une institution raciste, discriminatoire. Bon, on pourrait dire la même chose du travail social, du rôle des bailleurs, de la municipalité. Bon. Et là, il y a une sorte de décalage qui est amplifié par les élites lorsque, sur le débat du racisme, sur le débat des discriminations, sur le débat des statistiques ethniques, on invoque des normes, donc les normes du modèle républicain, alors que ces normes sont piétinées d'une certaine manière au quotidien, ou en tout cas que l'expérience des individus est complètement contradictoire avec ces normes. Bien. Donc, il y a un certain nombre de processus qui font qu'on n'est plus dans les années 70 ou 80, et comme je l'évoquais tout à l'heure, on est peut-être rentré dans une autre phase, dans une quatrième configuration, parce que je vous avoue que lorsqu'on a préparé ce livre avec Didier, donc on a fait une enquête d'une certaine manière, et on a été quand même assez frappé on ne pensait pas trouver un tableau aussi noir, et moi-même qui est plutôt l'optimiste de la bande, si je puis dire, en tout cas du couple, j'ai vu mon optimisme décroître au regard des situations sociales, mais aussi des dimensions politiques que j'avais pu analyser par ailleurs. Donc, on est peut-être rentré, encore une fois, dans un autre ordre ou dans une autre configuration. Bien, j'en viens à mon second point qui concerne la politique des cités ou les politiques des cités. Alors, bon, évidemment, on ne peut pas nier le fait que depuis une trentaine d'années, la politique de la ville, les politiques de la ville, faudrait-il dire peut-être, ont été quand même assez importantes. Elles ont connu parfois un certain succès, mais effectivement, ces politiques de la ville n'ont pas empêché la concentration des problèmes sociaux, la ghettoisation progressive d'une partie des quartiers pauvres dont on parle, et la répétition des émeutes, alors que la question de la sécurité montait en puissance bien avant Sarkozy, à la fin des années 90, et notamment, ça j'aime bien le répéter, sous le gouvernement Jospin. Donc le constat, je pense, est bien établi, et ces politiques de la ville n'ont pas non plus enrayé l'isolement des populations que j'évoquais, leur enfermement dans le rapport à la norme. C'est-à-dire que constamment, ces habitants des cités sont renvoyés à la norme du fait de leur déviance supposée. Autrement dit, ils sont vus comme non seulement différents, on a beaucoup parlé de l'altérité hier, mais aussi comme dangereux.
comme si les cités n'appartenaient pas à l'espace commun. Et il me semble que de ce point de vue, les politiques qui ont été menées ont accentué en quelque sorte le divorce ou le décalage ou ce phénomène de marginalisation en traitant des problèmes, puisque les cités sont des problèmes et les gens sont aussi des problèmes, des territoires, mais en n'aidant pas forcément ou en ne soutenant pas les habitants, c'est-à-dire les citoyens. Du coup, pour les habitants, ces politiques publiques ont perdu leur légitimité, c'est-à-dire qu'elles sont perçues comme des interventions qui viennent d'en haut ou d'une autre sphère, d'un dehors, et qui contribuent à les enfermer un peu plus, et notamment, par exemple, à travers une hyper-territorialisation des équipements ou des dispositifs. Par exemple, tiens, c'est bizarre, on installe une maison de justice, on ne veut pas qu'on sorte du quartier, hein. On me disait, par exemple, un peu naïvement, mais pas complètement, un de mes informateurs. Donc du coup, ils s'en tiennent à l'écart, et c'est sans doute dans ce sens qu'il est important de refaire les cités, c'est-à-dire évidemment, de rénover les immeubles, d'apporter de l'aide sociale et du soutien, parce que ces quartiers sont particulièrement touchés par la crise, et on le voit depuis 2007-2008, mais cela ne peut être efficace, selon nous, que si la population est réintégrée dans l'espace politique commun, dans, on pourrait dire, la communauté nationale. Autrement dit, les habitants doivent redevenir des acteurs et être considérés comme des citoyens et non pas simplement comme des problèmes. Or, malgré la dimension politique des émeutes éminemment politiques, hein, des émeutes qu'on a pu évoquer et que sans doute on réévoquera aujourd'hui, l'essentiel des commentaires consiste à dépolitiser cette question des banlieues en faisant un problème moral. Alors par exemple, c'est la racaille, ou un pur problème social, ce sont des victimes de processus structurels que j'ai évoqués tout à l'heure. D'une certaine manière, il y a une dépolitisation de droite, je pense bien visible, mais il y a aussi une dépolitisation de gauche, et pour aussi régler peut-être quelques comptes aujourd'hui, ici à Londres, avec certains de mes collègues sociologues, je pense que les sociologues critiques radicaux ont pu contribuer aussi à cette dépolitisation en renforçant le sentiment d'impuissance, hein, et en étant aussi un peu aveugle à des dynamiques qui pourraient contribuer à ce que les habitants redeviennent des citoyens. Alors, si on voulait développer effectivement un peu plus cet échec des politiques publiques, on pourrait reprendre un certain nombre de travaux sur la rénovation urbaine d'un côté, sur les politiques de sécurité de l'autre. Sur le premier point, je vous renvoie à l'ouvrage qui va apparaître prochainement de Renaud Epstein sur la rénovation urbaine, qui montre très clairement comment la rénovation urbaine, à travers l'action de l'ANRU, a bénéficié d'une sorte d'auto-célébration de la part des élus et des journalistes. On les retrouve. Certes, ces opérations, 44 milliards d'euros, donc c'est quand même pas rien, avec 18% de la participation d'État, c'est pas non plus inintéressant, ont modifié le paysage des banlieues, de Clichy-sous-Bois ou de la Duchère à Lyon, mais certes, cela a permis aussi un désenclavement, par exemple, même si ce n'est pas le fait direct de l'ANRU avec l'arrivée du tramway, mais les deux objectifs de la politique de rénovation urbaine n'ont pas été atteints, c'est-à-dire qu'il s'agissait de favoriser la mixité sociale et il s'agissait de lutter contre les concentrations ethniques. Or, d'après les spécialistes, voire aussi les réflexions de Jacques Donzelot, d'après les constats que l'on peut faire à Clichy-sous-Bois ou sur différents terrains que j'ai pu arpenter, et la mixité sociale et la diminution des concentrations ethniques n'ont pas été atteintes. Et effectivement, on pourrait dire, bon, sous forme un peu de provocation, mais qui a donc envie d'habiter à la cité des Bosquets, hein, mais franchement, bon. Donc, de ce point de vue, le diagnostic est plutôt réservé, voire négatif, et les incertitudes qui pèsent sur le programme national de rénovation urbaine 2,
pour des raisons bassement économiques, évidemment, peuvent renforcer cette inquiétude. Sur le volet des politiques de sécurité, je pense qu'il n'y a rien à dire non plus. Les émeutes récurrentes, qui obéissent à un rituel aussi immuable, montrent que rien n'a été réglé. La myopie politique à l'égard, par exemple, des contrôles aux faciès, et notamment de l'actuel ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, les rixes entre les bandes, le développement des trafics, bon, tout ça montre qu'effectivement, on ne règle pas la question des banlieues en envoyant une brigade de CRS. Alors, du coup, que faire? Comment, au fond, changer de logiciel? Parce qu'il me semble que, pour schématiser un peu, il y a deux solutions. Soit on essaie de mieux faire ce qu'on a tenté de faire depuis 30 ans, donc d'être plus efficace dans les dispositifs mis en place et qu'on a plus ou moins quand même expérimenté depuis une trentaine d'années. Hein. Et donc, effectivement, là, on se demande comment ça serait possible. Soit on change de logiciel et effectivement, on essaye de passer d'un schéma top-down à un schéma bottom-up, hein, c'est-à-dire, au fond, de s'appuyer sur les gens, de faire de l'empowerment, puisque ce mot est à la mode, reprenons-le, et ce faisant, répondre à la demande de reconnaissance, de respect, et aussi au pouvoir d'agir réel, mais souvent empêché par des considérations à courte vue. Alors je dirais, parce que le temps passe et on pourra en discuter, qu'il y a une sorte de triptyque qui peut un peu illustrer notre propos. Ce triptyque, il est à la fois social, civique et proprement politique. La dimension sociale, en fait, consiste à s'appuyer sur les forces vives, c'est-à-dire, comme on dit dans les quartiers, les gens qui bougent, qui ont de l'initiative, qui sont dans des associations ou pas. Il y a un certain nombre de cas qui montrent qu'effectivement, les quartiers populaires ne sont pas le désert politique ou associatif que l'on se complaît parfois à gauche à décrire. Et il me semble, avec Didier Lapeyronie, qu'une place toute particulière pourrait être accordée aux femmes, qui ont une place assez importante, bien qu'invisible, dans les cités. On pourrait dire que les femmes font tourner les cités, qu'elles sont partout, bien sûr dans l'espace domestique, bien sûr dans l'espace scolaire, dans les associations de parents d'élèves, dans les débats qui sont organisés éventuellement suite à des émeutes ou sur des thèmes X ou Y, on constate qu'il y a une forte proportion de femmes qui se mobilisent. Je parle de femmes, je ne parle pas de mamans, mais en même temps, on leur demande beaucoup. Les hommes, et ça c'est une analogie qu'on peut faire avec le ghetto américain, sont invisibles de cet espace-là, qui n'est pas exactement l'espace public, qui est plus un espace, disons, de la citoyen. Et pour reprendre aussi le titre d'un film célèbre, les femmes, on leur demande beaucoup, mais elles sont souvent au bord de la crise de nerfs. Bien. Donc, il me semble que sur ce point, il y a un travail à faire de soutien, fournir des supports permettant la mobilisation, l'organisation et évidemment éviter des situations extrêmes dans lesquelles se retrouvent un certain nombre de femmes. Donc il n'y a aucun angélisme de ce point de vue, et donc un de nos projets qui va se réaliser, c'est justement de faire une enquête sur la place des femmes dans les cités. Deuxième dimension, la dimension civique. Donc là on est dans ce qu'on ose appeler le communautarisme civique, hein, en s'inspirant notamment des travaux de Saul Alinsky, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un certain nombre d'initiatives, alors oui, qu'on peut baptiser sous le terme d'empowerment, et qui consistent à réunir les forces vives de la communauté, les associations religieuses, les associations culturelles, les associations sportives, les associations autres, constituer donc une sorte de conseil des communautés, mais alors pas pour entamer le dialogue,
Parce que ce qui est sans doute intéressant dans Alinsky, c'est la manière dont on passe d'une citoyenneté consensuelle à une citoyenneté conflictuelle. Donc, non pas pour entamer le dialogue, mais pour engager un rapport de force. Engager un rapport de force avec le bailleur qui n'assure pas sur, je sais pas moi, la question des ordures, avec la municipalité qui ne tient pas ses promesses ou qui tient des propos stigmatisants, avec éventuellement d'autres instances ou d'autres institutions. Et donc, l'idée d'Alinsky, c'est celle-là, c'est de regrouper les forces vives, par exemple sous la forme d'un conseil de communauté, qui puisse établir un rapport de force avec les institutions. Et ça, bon, on peut appeler ça du communautarisme civique. Bon, c'est un clin d'œil, mais c'est une manière de dire les choses. Et enfin, troisième dimension, il y a la dimension proprement politique, c'est-à-dire favoriser des interventions politiques. Alors, que ce soit à l'extérieur des quartiers ou que ce soit à l'intérieur des quartiers. À l'extérieur des quartiers, effectivement, c'est le désert, c'est-à-dire que tout le monde a bien noté que la question des quartiers populaires était complètement passée à la trappe lors des élections présidentielles et législatives de 2012. Bon, apparemment, il y avait une sorte de refus d'une approche territoriale de l'équipe de Hollande en ce qui concerne les présidentielles, mais en gros le sujet est passé complètement à la trappe et en gros on attend la prochaine émeute pour que la question revienne à l'agenda. Donc comment favoriser des interventions politiques extérieures qui soutiennent, développent plutôt que de stigmatiser ou d'arriver comme des pompiers. Mais en même temps, comme je le dis souvent, il y a du politique dans les quartiers, et donc on peut s'appuyer sur des facteurs internes, sur des forces internes, et là il y a une histoire assez longue éventuellement à faire sur ce mouvement politique des banlieues qui se cherche depuis justement la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui se traduit de temps en temps par des sorties, par un certain nombre d'initiatives, mais qui peinent à se structurer, à se faire entendre, à régler ses contradictions. Par exemple, est-ce qu'il faut prôner l'autonomie radicale et donc être à l'écart de tout parti, surtout du Parti socialiste, ou est-ce qu'il faut aller aux élections pour justement avancer, gagner en visibilité. Donc pour l'instant, en gros, on a l'impression qu'il y a du politique dans les quartiers, il y a des expressions, mais qui peinent à se structurer, et qui, effectivement, donne parfois l'impression qu'on tourne en rond et qu'on n'avance pas beaucoup depuis les années 80. Le fait, par exemple, que le ministre de la Ville nomme Mohamed Mechmach, président de Assez le Feu, comme co-responsable, avec une sociologue quand même, d'une mission sur la participation des habitants, est un petit signal. Ce que je veux dire aussi, c'est que par exemple, vous prenez le Conseil général de Seine-Saint-Denis, dont on en a beaucoup parlé. C'est affligeant, le Conseil général de Seine-Saint-Denis. Il y a 32 personnes, il y a 3 noirs, 1 arabe. Pardon, 1 noir, 3 arabes, sur 32. Donc on voit bien qu'il y a le problème majeur, c'est-à-dire ce dont souffrent les gens, c'est un déficit de représentation politique. Alors à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale, là, je pense que dans les années 50, au moment de la 4ème République, c'était mieux qu'aujourd'hui. Et ça, les gens en sont quand même très conscients, contrairement à ce que peuvent penser les élites, et éventuellement, c'est en favorisant la reconnaissance, la mobilisation des acteurs politiques locaux qu'on pourrait avancer sur ce chapitre-là. Voilà. Conclusion ? Je ne sais pas, j'ai commencé à 20, donc ça va. Oui, parce qu'il faut laisser quand même un peu de temps de débat. Alors, effectivement, je voulais conclure sur Deleuze, parce que, bon, il se trouve que, bon, j'ai lu Deleuze dans ma jeunesse, on va dire, et là, il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Mingue, et je cite mes sources, qui s'appelle Faire l'idiot, la politique de Deleuze. Et c'est un livre vraiment très intéressant, parce que Philippe Mingue essaye de théoriser la conception de la politique chez Deleuze, qui n'a jamais été vraiment formulée en tant que telle, même si on trouve de nombreux indices dans ces livres. Et évidemment, bon, il y a quand même un article que vous connaissez sans doute, qui s'appelle « Les sociétés de contrôle », comment on est passé de la société disciplinaire décrite par Foucault à la société de contrôle. Bon, et là, on a quand même quelques indices.
Mais en gros, peut-être 2-3 choses pour préciser ce qu'on entend par politique et ouvrir le débat. La première chose, c'est qu'au fond, la politique dont on parle, bon, on pourrait dire que c'est la conception d'Hannah Arendt, hein, c'est-à-dire comment articuler des problèmes particuliers avec des problèmes généraux. Et comment faire en sorte que les questions qui sont vécues par des individus, que ce soit le racisme, le sexisme, que ce soit les violences, que ce soit je ne sais pas quoi d'autre, comment ces questions peuvent être mis dans l'espace commun et donc considérer l'ensemble de la communauté. Mais ce que dit aussi Deleuze, c'est qu'il y a une sorte de micro-politique ou de politique minoritaire qui importe par les lignes de fuite qu'elle dégage, par les événements qui la ponctuent, plutôt que par des formes d'organisation ou, en quelque sorte, par des arrivées. Alors il y a chez Deleuze, vous le savez peut-être aussi, une conception tout à fait particulière et originale de l'événement. La politique majoritaire, c'est une politique de l'avènement, c'est-à-dire d'une sorte de finalité, alors qui peut être la révolution, comme une finalité qui est en permanence différée, mais qui peut être aussi, pourquoi pas, la réforme. Le problème, c'est que cette conception de la politique, elle tend, à travers des dynamiques organisationnelles, à reterritorialiser les forces vives, les devenirs, les nouvelles aspirations. Elle produit, pour utiliser aussi un autre terme, à fabriquer du molaire, à transformer le moléculaire en molaire. La politique minoritaire qu'on peut lire chez Deleuze, c'est une politique qui s'appuie sur l'événement, c'est-à-dire sur des émergences, sur des lignes de fuite, sur non pas des points d'arrivée, mais des points de départ. Et dans ce cas-là, la perspective, alors je ne sais pas si c'est très clair, mais est un peu différente parce qu'on peut être attentif à ce qui émerge, aux forces vives, au potentiel qui existe dans bien des domaines, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan associatif, sur le plan éventuellement politique, sans pour autant rabattre ce potentiel à la question des débouchés politiques. Hein. C'est-à-dire, ouais, bah, c'est bien tout ça, mais ça donne quoi, hein? Ça donne rien. Bon, donc c'est nul. Oui, mais voilà, ça c'est erreur dramatique, me semble-t-il, que je caricature de raisonnement. Donc, on pourrait envisager, à partir des quartiers populaires, une autre acception de la politique qui pourrait s'inspirer de Deleuze, mais j'ai particulièrement apprécié l'exposé de ma collègue hier qui concluait sur Hobbes et Spinoza. Deleuze étant un grand lecteur de Spinoza, ça va, on est dans le même cadre. Ben voilà, je vous remercie de votre attention. Sans doute, ça a suscité plein de pensées, des commentaires et des questions. Donc, d'accord, donc je te laisse. Okay. Peut-être Mustapha d'abord et puis... Merci beaucoup, c'est vraiment très très intéressant et très, bon, c'est pas si pessimiste que ça, je pense, avec ta conception de politique. Mais en fait, je me disais, quand tu parles de la politique et ton espoir pour les banlieues, un mouvement politique dans les banlieues, je me demande si tu ne parlais pas plus du politique. Tu vois ce que je veux dire? Je me demande si ça ne serait pas utile pour ton projet de distinguer après la politique, qu'on peut dire une sorte, disons, cuisine gouvernementale, et le politique qui est d'un autre ordre, qui est basé sur l'acceptation de capacités politiques de tout un chacun, au lieu de
disons, contraints dans des espaces déjà donnés. C'est juste une suggestion, c'est pas, je sais pas, mais il me semble qu'il y a cette idée qui coule derrière, mais peut-être c'est une question de terminologie, je sais pas, parce que si je t'ai bien compris, tu veux pas limiter tes projets politiques dans des espaces déjà donnés, déjà délimités, déjà institutionnalisés, parce que tu veux, j'ai l'impression que tu veux garder cette possibilité d'ouverture de nouveaux espaces politiques. Est-ce que j'ai bien compris ça, Michel? Tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est pas moi, les acteurs. Hein, ouais. Tout à fait. Je réponds maintenant ou... Ouais. Ok, on prend Oui, merci pour cet exposé. C'était pas exactement une question non plus, mais c'était une remarque en fait où je voudrais revenir sur le rôle des femmes que tu as souligné dans la série de propositions politiques au sens du politique effectivement. Et j'aurais voulu reprendre ce point-là en parlant de l'expérience personnelle professionnelle. Moi, je suis donc médiateur culturel dans un centre social dans un quartier nord de Marseille, et effectivement, j'y travaille depuis 1 an et demi. Ce qu'on constate, mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes filles voilées, donc très jeunes en fait, qui se voilent à 16-17 ans après avoir bon voilà. Et je veux dire, cet exemple-là, c'est pour souligner la complexité du problème. C'est que là, on travaille en particulier avec une jeune fille du quartier qui en est partie à 18 ans, qui est revenue s'installer dans le quartier, mais qui est revenue voilée avec ses enfants, et qui a envie de faire quelque chose pour le quartier, notamment monter une association de défense des droits de femmes. Alors c'est très intéressant, nous on appuie en particulier sa dynamique associative, au démarrage de ça, et en même temps, effectivement, on prend en compte le fait que il y a une dimension religieuse qui est très présente, le centre social étant laïque et défend ardemment sa laïcité. Donc voilà, je veux dire, c'est une configuration d'une situation extrêmement intéressante, complexe, qui dénote voilà, une prise en compte plus large du problème, quoi. C'est-à-dire le problème de la religion, là, dans ce cas-là, il se pose d'une autre manière. Disons que il est... Enfin voilà, c'était juste une remarque que je voulais faire et sur laquelle, sans doute, tu peux rebondir. On prend une autre question. Merci. On pourrait penser que l'échelle municipale pourrait être une forme enfin, une échelle, oui, de participation politique. Il y a eu quelques tentatives qui ont plutôt bien marché, mais je ne suis pas sûr qu'elles existent encore. Je pense aux motivés à Toulouse notamment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce qu'il y a des perspectives? Alors évidemment, on peut imaginer que si le droit de vote avait été accordé, ou l'était prochainement, ce qui est malheureusement, je crois, peu probable, aux étrangers aux élections locales, ça changerait sans doute les choses. Mais... On prend peut-être les trois et après on revient pour un autre tour de questions. D'accord. Oui, la politique, le politique, Mustapha, tu as tout à fait raison. En même temps, le politique comme mode de gestion des rapports entre l'État, la société civile et l'individu, je pense que ça c'est bien, mais effectivement ça démarque. C'est un premier facteur de différenciation, mais c'est pas suffisant. Et moi, il y a un truc qui m'énerve, donc je vous le dis comme ça, hein, on parle pas forcément comme on écrit, c'est la question des débouchés. Bon, parce que, franchement, qui avait prévu les débouchés politiques de mai 68 ? À part De Gaulle. Non mais, il n'a rien compris aux événements, mais il avait quand même un sens politique. Et donc, notamment, la question des débouchés a été beaucoup mieux perçue par De Gaulle que par Cohn-Bendit. Bon. Et donc, d'où Deleuze.
hein, parce que, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais il faudrait, ça mériterait un exposé en soi, mais ce qui est important, c'est le potentiel, ce qui est important, c'est ce qui émerge, c'est les lignes de fuite, parce que nos sociétés de contrôle sont traversées par des lignes de fuite, elles ne contrôlent pas tout. Donc c'est ce qui fait événement. C'est une sorte de devenir minoritaire. Alors effectivement, pas antidémocratique, parce que ça c'est un gros débat, mais quand même à bonne distance de l'establishment. Donc des partis, des syndicats et de toutes les formes qui apparaissent, à tort ou à raison, comme des tentatives de récupération. Et comme il y a une histoire derrière, quand même, il y a 30 ans d'histoire orale, hein, parce que cette histoire, me semble-t-il, reste à écrire, ils sont pas bêtes. Ou ils ont fini par être parano. Vous choisissez l'option qui vous... Donc le devenir minoritaire, voilà, il est là. Il me semble que il y a quelque chose à chercher, mais ça se sent sur le proto-politique, l'infra-politique de James Scott, auteur très important, l'impolitique. Enfin, on voit bien qu'il y a une tentative à travers ces néologismes, d'analyser ce qu'on a pu appeler à une certaine époque faire de la politique autrement. Donc je dirais le politique oui, mais peut-être pas suffisant. Sur les femmes et le voile, je vois pas la contradiction, à part le centre laïcard bien assis sur ses positions. Ça me faisait penser à la militante du NPA d'Avignon, qui c'était jeune femme voilée qui s'était présentée je sais plus en 2010, et ça avait suscité un tollé au sein de l'organisation révolutionnaire. Je peux comprendre qu'effectivement il y a une contradiction, mais je ne suis pas complètement convaincu que la dimension religieuse intervienne dans l'action, en l'occurrence associative. Il se trouve que voilà, c'est une personne qui a des convictions religieuses qui les affiche, mais ces convictions religieuses ne se traduisent pas forcément dans son action. C'est pas les salafistes. Parce que là, éventuellement, dans ce cas-là, on est dans une autre situation. Voilà ce que je dirais un peu. Mais encore une fois, je comprends très bien qu'il y a un conflit de normes, mais justement, il y a peut-être un conflit de normes à dépasser et pour rendre possible l'action. Et dans ce que tu dis, moi, ce qui me semble intéressant, c'est comment certains peuvent venir en soutien d'eux. Ça me semble tout à fait important, parce que ça dit aussi les difficultés de faire ce genre de truc. Hein. Parce que ici c'est une fille voilée, mais là c'est un gars qui a fait du ballon, qui est allé en prison, qui a un casier judiciaire. C'est quelqu'un qui est connu défavorablement des services de police, expression qui, de point de vue juridique, n'a aucun fondement. Donc on pourrait dire tous les prétextes sont bons pour mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui est frappant, c'est ça, c'est le décalage entre la vision qu'on peut avoir de l'extérieur d'un monde totalement anomique et déserté d'un point de vue associatif ou politique, et le potentiel qui devient réel, mais qui se heurte à de nombreux obstacles, qui peuvent être culturels, qui est lié aussi au racisme, hein, une sorte de racisme institutionnel. J'en ai pas parlé du racisme, c'est évidemment un truc absolument essentiel, hein, qui apparaît à partir des années 90 et 2000, et qui n'apparaissait pas dans cette dimension dans les années 80. Donc voilà ce que je dirais de façon rapide. Sur les formes municipales, oui, moi il me semble qu'il y a eu une petite révolution symbolique qui s'est opérée entre les années 2008 et 2010, et qui s'est traduite par une émergence de conseillers municipaux, en particulier dans la région parisienne, mais pas que dans la région parisienne, issus des quartiers populaires et pauvres. Donc on peut, si on veut faire du marketing ethnique, parler de diversité, hein, les élus de la diversité. On peut dire simplement que c'est des habitants des quartiers, avec toutes les ambiguïtés du terme quartier lorsqu'il n'est pas qualifié. Mais ça, je pense qu'on s'en est pas bien aperçu. Je veux dire, chercheurs en particulier, mais ça peut être aussi des observateurs de façon plus générale de la vie sociale. On ne sait pas, par exemple, combien ils sont. Hein. En tout cas, les choses sont assez floues. Or, il y en a eu quand même pas mal qui y sont allés.
ou qui ont fait des bons scores sur des listes indépendantes au premier tour, donc ils ne sont pas forcément conseillers municipaux, mais... et il y a comme ça aussi cette perspective des prochaines élections municipales, comme éventuellement occasion de transformer l'essai et de faire en sorte que ce déficit de représentation soit atténué et de faire en sorte que la représentation, elle soit un peu à l'image de la société. Hein, parce qu'au fond, encore une fois, c'est ça l'enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de chômage, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème d'inégalité sociale, mais cette question, quand même, nous semble-t-il, elle commande les autres parce qu'au fond, l'intégration sociale, elle passe par l'intégration politique. Or, on a tendance à considérer que l'intégration sociale est première, et puis après viendra l'intégration politique. Quant à la question du droit de vote, c'est une mesure éminemment symbolique. C'est-à-dire que sur le fond, ça ne changera rien. Enfin, sur le fond. Plutôt sur le plan strictement électoral, il me semble que ça ne changera rien. Par contre, ça serait un message envoyé aux populations des banlieues, pour le dire comme ça, un message de reconnaissance des droits des parents ou des grands-parents de ceux qui sont de nationalité française et votent. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un raz-de-marée, il faut pas... Enfin, vous voyez, ça c'est la politique politicienne ou la politique majoritaire. Par contre, s'il y a une demande de reconnaissance qui est forte parce que l'expérience qui est vécue au quotidien, c'est le mépris, alors le droit de vote de ceux qu'on appelle les immigrés serait éminemment souhaitable. Le problème, c'est que tant que Manuel Valls est au gouvernement, je ne vois pas comment cette question avancera. Et François Lamy étant politiquement minoritaire, c'est pas gagné. Ça, c'est la politique majoritaire. Oui, j'avais juste une question. Je reviens aussi sur la question des femmes. Moi, ça m'a vraiment interpellé ce que tu disais sur l'occupation, enfin plutôt l'absence d'occupation de l'espace public par les femmes. Et en même temps, j'ai aussi entendu dans ton propos qu'elles étaient là quand il s'agissait, entre guillemets, de réagir, de se mobiliser, ce que le collègue a dit également. Et du coup, oui, je me demandais, est-ce que dans tes observations, et j'ai bien compris qu'il y avait une recherche à venir, mais comment les femmes se positionnent par rapport à cette absence de dans l'espace public ? Est-ce qu'on a un discours qui est revendicatif, on voudrait y être plus, une intégration des normes ? Voilà, et je te pose cette question avec d'autant plus d'intérêt que moi, donc, je suis enseignant-chercheur et enseignante à Mulhouse. Et c'est vrai que la première fois, donc c'est assez spécifique, hein, Mulhouse est un terrain d'enquête particulièrement intéressant. Mais voilà, moi quand je suis arrivée, une des premières questions que je me suis posée, c'est vraiment, voilà, pour citer Patrick Juvet, où sont les femmes ? Voilà, donc j'aimerais savoir dans leur discours si tu as des éléments de réponse. Merci. Merci. Il y a une contradiction, hein, et donc merci de la noter. En bon vieux marxiste, je les assume, les contradictions. Mais effectivement, entre d'un côté, alors je dirais un contrôle renforcé de l'espace public au nom de la tradition, mais aussi de la religion, aussi bien des anciennes générations que des nouvelles générations. Et puis d'un autre côté, il y a cette observation, ce sentiment que les femmes sont partout et les hommes nulle part. Bon, donc il y a bien une contradiction. Alors, ce qu'on peut voir quand même dans un certain nombre de cas, c'est une mise en cause alors par exemple de l'ordre patriarcal, mais aussi de la domination masculine par les femmes. Il y a plusieurs solutions. Une première solution dramatique, c'est l'exit. C'est-à-dire je m'en vais. C'est pas possible de vivre dans ces conditions-là. Je peux pas avoir de vie personnelle. Enfin bon, du point de vue de la subjectivité, c'est impossible. Donc je pars, mais effectivement, c'est une solution qui est extrêmement douloureuse. Il y a une autre solution, ça serait plutôt sur le mode il y en a marre des hommes. Les hommes, c'est incapables. Et donc, ce qu'on peut observer, et ce qui mériterait d'être approfondi à mon avis, c'est que par exemple, il y a une forte proportion de familles monoparentales dans les cités. Alors ça varie.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en moyenne nationale, c'est autour de 5-6%. Dans certains quartiers, c'est 20-25%. Au national comme au local, c'est évidemment des ménages avec une femme. Hein, le parent est une femme. Donc je crois qu'au national, c'est autour de 80%. Je pense que ça ne va pas être loin de 100% dans les zones urbaines sensibles. Cette situation peut être subie, mais elle peut constituer aussi un choix. Elle peut constituer un choix, et c'est pour ça que je dis les hommes, il y en a marre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement les femmes choisissent de se séparer de leur mari, de vivre seul avec toutes les conséquences que ça a. Donc je veux dire, dans la vie sociale, c'est déjà un petit élément Enfin, moi, il me semble que c'est un phénomène qui mériterait d'être développé, qui est intéressant. Alors après, il faudra qu'on en reparle une fois qu'on aura fait cette recherche, parce que, par exemple, ce qui est frappant, c'est que les femmes sont à la fois beaucoup plus diplômées, mais en même temps beaucoup plus précarisées. Donc il y a un certain nombre de contradictions qui sont, ou de paradoxes apparents, qui sont intéressants et qui seraient à mettre en relation éventuellement avec ce potentiel mobilisateur. Bon, en considérant qu'éventuellement il y a peut-être hein, un lien entre le capital scolaire, pour parler comme ça, et le potentiel de mobilisation. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Beaucoup plus. Je voulais te poser la question pour les collectivités territoriales qui, fut un temps, embauchaient sous forme de contrat CES ou autre, des personnes de la ville, du quartier, ou on va dire de la commune, leur permettant pendant 2 ans d'avoir un type de contrat et leur permettant d'être intégrés dans le système, ou on va dire dans la vie politique locale, même si après peut-être ces contrats-là n'étaient pas renouvelés pour certains. Et moi ma question c'est de te demander comment vois-tu aujourd'hui cette question du contrat, petit contrat CES ou contrat autre, qui n'existe plus et qui fait en sorte de mettre une espèce de distance entre les fonctionnaires. Tu parlais de la commune de Saint-Denis avec 4 représentants sur 30, et qui faut, pour ma part, qui fait vraiment une fracture. C'est-à-dire qu'en fait, le local, le citoyen qui aurait un problème monoparental, etc., la collectivité ne prend plus en charge, en fait. Il n'y a plus d'interlocuteur qui peut, à un moment donné, donner un petit contrat, aider. Et notamment, tu parlais des femmes. Moi, j'ai travaillé dans un service scolaire avec un certain nombre de femmes qui étaient seules, pour la plupart, avec des enfants. Et la collectivité dans laquelle je travaillais embauchait pas mal ces femmes-là pour même des périodes d'1 an ou de 2 ans, mais pour les remonter. Et j'ai l'impression que cette fonction sociale des communes n'existe plus dans le local. Et je voulais avoir ton avis. Ouais, c'est une bonne question. J'avoue que je sécherai un peu pour... parce que justement, enfin, ce qui est compliqué, c'est que quand on se situe à l'échelle locale, du coup, on est confronté à l'extrême diversité des situations. Et donc, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment te répondre. Bon, il me semble qu'effectivement, le mouvement a plutôt été à la baisse. Et qu'en même temps, la méfiance s'est accentuée. Parce que, bon, on a acheté la paix sociale. Ça a été très tendance dans les années 80 et 90. Bon, en même temps, ça correspondait à une politique, par exemple les emplois jeunes, etc. Mais on en est revenu, et pour des raisons, je dirais, économiques, et pour des raisons idéologiques. Hein. En gros, la politique des grands frères, bon, quelle horreur. Après, je pense que ce qui est compliqué, c'est Villiers-le-Bel, Marseille, Nancy, Nantes, le Pornic. Non, mais je pense vraiment que là-dessus, c'est pas faire adopter la langue de bois tout d'un coup, mais je pense que c'est compliqué, et ça fait partie des phénomènes où justement la prise en compte de la diversité des situations est très importante. Donc, excuse-moi, mais du coup, là, encore une fois, je sèche un peu.
Oui, je vais juste faire quelques remarques par rapport à l'intervention. Quand on présente la banlieue, hein, j'ai l'impression on la réduit toujours aux quartiers populaires. D'un côté, il y a des quartiers populaires, mais de l'autre côté, il y a aussi les ghettos du Gotha. Dans les ghettos du Gotha, il y a des acteurs qui sont des acteurs forts. Quand je mets acteurs forts, je mettrai entre guillemets, qui sont capables de se mobiliser, de défendre leurs intérêts territoriaux, de refuser qu'il y ait du logement social qui soit implanté sur leur territoire. Dans les quartiers populaires, il y a ce que j'appellerais des acteurs entre guillemets faibles ou invisibles, qui sont potentiellement mobilisables probablement, mais qui sont globalement ignorés par les acteurs politiques. Alors peut-être pas totalement, mais en grande partie. Je prends un exemple, la rénovation urbaine. La rénovation urbaine qui, théoriquement, s'appelle politique de la ville. Entre guillemets, c'est pas une politique de la ville, hein, c'est une politique sur certains quartiers. Bon, et donc la rénovation urbaine, elle a fait pour les habitants, mais sans les habitants. Et donc quand vous dites, je partage totalement ce point de vue, qu'il faudrait faire participer, monter en capacité d'intervention, je voudrais simplement savoir, oui, mais comment ? C'est-à-dire quels sont les leviers sur lesquels on pourrait agir pour faire monter et pour faire de ces acteurs faibles des acteurs plus forts. Oui. Moi, je ne parle pas des banlieues, en fait. Je parle des quartiers populaires. Hein. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est plus pratique, c'est plus facile, mais c'est vrai que, voilà, on le sait tous, cette expression est chargée de connotations incontrôlables, etc. Ça marche, non ? Ça marche. Effectivement, Les Ghettos du Gotha, très bon livre de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui montre l'activisme de la grande bourgeoisie. Bon, mais là-dessus, on peut s'entendre. Voilà, l'objet, c'est les quartiers populaires, et bah oui, on parle des quartiers populaires. Hein. C'est important, c'est l'épicentre de la question sociale. Et je sais bien que c'est pas ce que vous dites, hein, mais moi je suis quand même toujours un peu étonné quand on me dit oui, mais enfin bon, le quartier populaire, on ne parle plus que des banlieues, on parle plus du périurbain. La gauche populaire, par exemple, a repris ce discours, bon, qu'il faut traduire par on parle trop des émigrés, on parle plus assez des blancs. Hein, bon. Donc effectivement, ça peut avoir des inconvénients, mais encore une fois, je ne vous fais pas de procès d'intention. Alors, sur les acteurs faibles, invisibles, bon, enfin, ce qui est quand même caractéristique, oui, c'est la méfiance, quand même. C'est une double méfiance, une méfiance réciproque, une méfiance de ceux qui tiennent la place à l'égard de ceux qui, éventuellement, auraient un œil sur elle. Donc des élus vis-à-vis des activistes, que je préfère appeler activistes que militants d'ailleurs, parce que bon. Et puis en même temps une très grande méfiance ou une paranoïa, on pourrait dire, des dix activistes à l'égard de l'institution, bon, qui les plombe. Hein. C'est-à-dire que d'un côté les élus se privent de ressources et d'ancrage, bon. Et d'un autre côté, les activistes se privent aussi quand même de perspectives et donc sont englués au nom de leur autonomie plus ou moins radicale. Donc pour l'instant, enfin, ce qu'on observe, c'est... Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Moi, il me semble que si on reprend l'idée d'Alinsky, c'est-à-dire comment passer d'une citoyenneté consensuelle à une citoyenneté conflictuelle, la question c'est comment introduire un rapport de force pour que les élus, par exemple, rendent des comptes sur les subventions à l'égard des associations, dans le domaine scolaire. De la même manière, un jour on m'a dit que c'était une conception petite bourgeoise, j'assume, que la police pourrait rendre des comptes de son action aux habitants, comme ça peut se faire en Amérique du Nord. Donc, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et un truc qu'on répète et qui nous semble tout à fait important, c'est que on n'avancera pas tant qu'on n'acceptera pas le conflit. Accepter le conflit, c'est absolument fondamental. Et donc, ça suppose, du côté, en tout cas, de ceux que j'appelle activistes, d'introduire du rapport de force un type de rapport de force qui puisse contraindre les élus, mais pas simplement à faire de la place, hein, mais peut-être à adopter plus de transparence, à dire, encore une fois, ça c'est un élément essentiel, hein, à quoi servent les subventions ?
Où vont-elles? Pour faire quoi? Avec quelle évaluation? Pourquoi une association éventuellement, pour prendre cet exemple, est renouvelée? Est-ce qu'elle a fait la preuve de son efficience? Voilà. Mais pour l'instant, ce ne sont que des pistes. Et le problème, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette perspective. Hein. C'est-à-dire que si on observe les premières annonces du gouvernement et la tonalité un peu générale du débat public, on est toujours dans « il faut traiter les territoires ». On n'est pas dans « il faut mobiliser les gens hein, », pour reprendre cette opposition. Et dernier mot, je suis contre la participation. Je pense que la participation est une idéologie désuète et qu'il faut réinventer autre chose. Parce que la participation, c'est malheureusement un type de dispositif qui consiste à ce que, effectivement, les choses se fassent au bout du compte, sans les gens, voire contre eux. Donc, si ce qui ressort de la mission Baquet-Meshmash, c'est un nouveau dispositif de participation, ça ne marchera pas, et en tout cas, ça ne pourra que susciter une très grande méfiance, et une méfiance qui n'est pas sans fondement.